C'est un ami en commun qui m'a dit « Dan, peut-être tu devrais parler à David, il fait un petit peu de cyber ». Et effectivement, quand j'ai vu qu'un Chabad il pouvait organiser quelque chose d'aussi incroyable dans le milieu entrepreneurial, dans la thématique de la cybersécurité, je me suis dit « il faut absolument qu'on parle ». On a créé le Cyber Show Paris, on prépare la 4e édition, donc fin janvier. C'est vraiment un événement de niche avec un écosystème précis. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Quand je suis arrivé, je découvre en même temps le Cyber Show, comme un choc qui dit « waouh, c'est pas possible d'organiser un truc pareil avec autant de personnes, autant d'entreprises ». Typiquement, l'année dernière, on a eu 5500 inscrits pour 4000 personnes en présentiel. Et là, on a nos clients habituels qui venaient en recrutement, qui sont des grands comptes, qui sont venus nous voir en disant « Regarde, David, cet événement, c'est un peu chaud, nous, on travaille beaucoup avec l'État. Monte ton événement pro, et nous, on te suit, et fais-le à Paris, parce qu'il n'y a pas d'événement à Paris. » Donc je dis « Ok, mais vous me suivez vraiment ?» On me dit « Oui, t'inquiète, on te suit, etc. » Bien sûr, ils m'ont pas suivi. Évidemment. Le fait de dédier une année d'organisation sur 2 jours dans l'année, comment est-ce qu'on peut rester focus, déterminé et organisé pour 2 jours dans l'année ? Ça, c'est une vraie question. En fait, c'est 2 jours visibles, mais... Un jeune qui vient me voir et qui me dit « Dan, je suis perdu. Moi qui étais déterminé à faire médecine, je ne m'intéresse même plus à faire médecine parce que je sais que l'IA va remplacer aussi les médecins. » Et je me suis dit « c'est fou !» J'arrive 2 jours avant pour régler le traiteur et assurer le truc, les livres, etc. Et là, il y a une grosse pancarte de l'hygiène, le traiteur fermé. Les Balébatim du Rabbi Rachab, c'est les Chassidim du Rabbi Rayat. Et donc tu te dis, bon, on a envie de vivre avec des Chassidim de ce temps-là, on a envie de découvrir un peu... Et inversement, tu peux te dire... Avant de démarrer ce podcast, je voulais juste te représenter l'incubateur en 30 secondes. L'incubateur, c'est notre yeshiva qui, en parallèle des cours de Torah, de la Tfila, des repas kasher, propose différents programmes Bac+2 dans tout ce qui est intelligence artificielle, marketing digital, cybersécurité, tout ce qui touche au métier de l'avenir, et ce qui permet en alternance de pouvoir se former, de pouvoir commencer à pratiquer, de pouvoir commencer à gagner ses premiers revenus. Le tout dans un environnement chassidique et agréable, avec des bons rabbanim, avec des bons professeurs. Pour plus d'informations, on laisse tous les liens en description. Bonne écoute. Salut David. Salut Dan. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast de l'incubateur. C'est une première, on démarre avec toi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup sur ce que tu fais, beaucoup sur ton parcours. La manière dont on nous a présenté, c'était incroyable aussi. Donc c'est un ami en commun qui m'a dit « Bon Dan, peut-être tu devrais parler à David, il fait un petit peu de cyber, etc. » Un petit peu, ça serait un mot... trop léger par rapport à tout ce que tu fais dans la cyber. Et effectivement, quand j'ai vu qu'un Chabad il pouvait organiser quelque chose d'aussi incroyable dans le milieu entrepreneurial, dans la thématique de la cybersécurité, je me suis dit il faut absolument qu'on parle. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis en relation. Je vais d'abord te laisser te présenter et après on enchaînera sur des questions un peu plus précises. Avec plaisir. Discussion. Déjà, moi aussi, c'est une premier podcast. J'en ai organisé, mais je suis jamais passé de ce côté invité. Donc, merci pour l'invitation. Merci. Et en effet, moi, j'ai créé avec mon associé Richie notre structure qui s'appelle Eden Forum il y a maintenant 12 ans de cela. Et on a débuté par l'organisation de forums de recrutement. Donc, pour la petite histoire, on a commencé à l'époque par ce qu'on appelait la Big Data, qui est devenue la data, puis l'IA, etc. Et on a bifurqué vers 2018, vers la cyber, toujours dans le recrutement, un peu comme disent les gens de la cyber par hasard. En fait, en discutant avec des RH, qui étaient nos interlocuteurs privilégiés, et qui nous ont orientés en nous disant il y a une trend de cyber à prendre, il y a une pénurie en talents, on a besoin de vous, vos forums en recrutement, ils fonctionnent en data, faites-nous la même chose en cyber. Donc on a lancé, et tout de suite, ça a pris. Donc pendant très longtemps... C'était quoi le business model ? Forum de recrutement, c'est pour la petite histoire. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. Et c'était une école de commerce du milieu de gamme, on va dire. C'était pas HEC, c'était pas non plus quelque chose de nul, c'était moyen. Et à l'époque, pour sortir, il fallait pour être recruté, il fallait tout de suite avoir un réseau, être bien placé, etc. Nous, on n'avait pas forcément de réseau. Et donc, je me suis dit comment faire. Et donc, j'ai commencé à organiser des conférences dans mon école. Et je me suis dit, bon, c'est mignon, c'est sympa, ça me donne accès à des interlocuteurs qui sont privilégiés, mais je n'ai pas accès encore aux interlocuteurs qui vont à Dauphine, à Polytechnique, etc. Et donc là, j'ai été voir ces écoles et il y avait d'autres associations de conférences. Et je leur ai dit, venez, on fait une conférence inter-école. Et donc, je me suis associé avec d'autres écoles, j'ai aidé le projet. Et j'organisais, c'était juste avant les élections présidentielles d'ailleurs, une journée de débat. François Hollande ? Ouais, exactement. Wow. Donc c'était, je crois, en 2011 quand j'avais fait ça. Donc c'était
Et donc, on avait fait un sujet à l'époque, c'était beaucoup les sujets comment on appelle ça, tout ce qui était développement durable, etc. Et donc, on avait fait aussi les jeunes en politique. Enfin, on a fait tout innovation technologie. Et on avait loué le théâtre des variétés, si je ne dis pas de bêtises, qui était à côté du Grand Virgin Store, sur les grands boulevards. Et là, il y avait la SNECMA, donc une filiale de Safran, et je sympathise, et je me fais recruter pour le stage qui suit. Et tous mes copains ils disent, attends, comment t'as fait nous, on veut pareil. Et donc, de cette expérience qui s'est fait un peu comme ça, fil en aiguille, j'ai monté après des conférences avec un objectif de faire venir des entreprises pour recruter les étudiants qui assistaient aux conférences. Et pour le faire un peu smart, on l'a organisé à Dauphine. Parce que si je le faisais dans mon école, bon, elle était très sympathique, mais il n'y avait pas le prestige pour... Et à Dauphine, il y avait un amphi en rond magnifique, etc. J'ai fait venir des photographes et j'ai fait venir des entreprises pour recruter. Donc j'avais invité mes copains, j'avais invité des gens de Dauphine forcément et d'autres écoles. Et comme ça, les gens trouvaient un peu leur stage au fil de l'eau et on l'organisait 1 fois, 2 fois dans l'année sur plein de sujets. Le modèle économique, c'est que tu faisais payer aux entreprises. C'est ça. Le fait de prendre la parole et de recruter des étudiants avec un accès privilégié, parce qu'au final, un étudiant de Dauphine, il est compliqué à recruter avant qu'il soit diplômé et de le prendre tout de suite. Donc là, ils avaient un accès où il y avait 200 personnes, on était le soir, on était après les cours, c'était de 18h jusqu'à 21h, on fermait avec le concierge, donc avec le gardien, et c'était exceptionnel à l'époque, jusqu'à se faire prendre par Dauphine. C'est au bout de 2-3 ans, Dauphine s'est rendu compte de l'histoire. Ils ont dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc, ils nous ont mis dehors. Et en nous mettant dehors, en fait, ils nous ont poussé à monter notre structure et à se lancer. Donc, on a commencé après à louer des salles et à grandir, à faire plus d'exposants. Donc ça, c'est pendant tout un temps. Et, c'est la première partie entrepreneuriale de ta vie. Ouais, on a fait ça pendant 7-8 ans. Incroyable. 10 ans. Et c'était super sympa parce que... tu sors d'école, moi j'ai travaillé 3 mois, 4 mois pour quelqu'un, mais sinon je me suis tout de suite mis à mon compte. Et donc j'étais encore quand même étudiant dans l'esprit, c'est-à-dire que j'avais 23, 24 ans, c'était sympathique, je restais encore à l'école, j'avais plein de contacts, je donnais aussi des cours dans mon école, etc. Et donc il y avait un côté qui était sympathique, tu travaillais, mais il y avait un côté kiff qui était agréable. Et à un moment donné, donc, on est passé donc, de la data à la cyber, et dans la cyber, il y a un événement phare qui a eu un peu du plomb dans l'aile pour plein de raisons que je passerai. Et là, on a on va dire, nos clients habituels qui venaient en recrutement, qui sont des grands comptes. Donc, voilà, des grosses entreprises cotées en bourse. Tu nous expliques déjà comment eux, t'es parti les chercher. On fera un deuxième volet, mais c'est... Qui sont venus nous voir en disant, regarde, David, cet événement, c'est un peu chaud. Nous, on travaille beaucoup avec l'État. Il y a des sujets, monte ton événement pro, et nous, on te suit, et fais-le à Paris, parce qu'il n'y a pas d'événement à Paris. Donc, monter un événement, maintenant, ça prend quand même une bonne année, pour pas dire plus. Bien sûr. Donc, je dis, OK, mais vous me suivez vraiment. Ils me disent, oui, t'inquiète, on te suit, etc. Bien sûr, ils ne m'ont pas suivi. Évidemment. Mais on était partis, on a monté cet événement, et en plus, difficulté en plus, c'est que moi, en parallèle, j'avais monté une autre boîte, qui s'appelait Cyberjobs, où j'avais levé des fonds, donc j'avais des obligations à rendre par rapport à mes investisseurs, et je ne pouvais pas non plus travailler ça. Donc, j'avais recruté quelqu'un pour s'en occuper, pour monter le projet, enfin, je devais switcher entre les deux, etc. Et bon an, mal an, les choses ont fait qu'à la fin, j'ai pu retourner sur mon activité d'événementiel, reprendre le projet, le monter, et le monter sans ces interlocuteurs qui nous ont donné un peu ce tuyau, mais sans regret. Parce que voilà, aujourd'hui, on a créé le Cyber Show Paris. On prépare la 4e édition, donc fin janvier. Et typiquement, l'année dernière, on a eu 5500 inscrits pour 4000 personnes en présentiel. Un peu moins, 3900 personnes en présentiel. C'est pas mal pour un événement parisien, surtout pour un événement qui se lance. Les autres événements dont je faisais allusion, qui peuvent se dérouler donc, soit dans le nord, soit dans le sud, on oscille entre, pareil, 3500, 4000. Parce qu'il y a aussi des annexes, du coup, au Cyber Show. C'est pas des annexes, c'est des événements qui existent depuis parfois 10, 15, 20 ans. Il y a 3-4 comme ça, gros événements en France. Le plus gros événement est dans le nord et il fait peut-être 20 000 visiteurs. Ce qui est énorme, sur 3 jours, pour se rendre compte, c'est exceptionnel. C'est un événement business, donc c'est pas du tout un événement grand public comme la Foire du Paris ou le Salon du Chocolat ou le Salon du Mariage où monsieur, madame, tout le monde va venir. C'est vraiment un événement de niche avec un écosystème précis. Donc c'est exceptionnel. Franchement, c'est incroyable. Et il y a d'autres événements qui sont, on va dire, une cible un peu plus qualitative, qui cherchent moins la quantité,
plus les décideurs de très haut vol, qui vont plutôt avoir 3000, 4000 visiteurs, mais qui sont des top décideurs. Et c'est un peu nous le positionnement qu'on prend sur Paris. C'est-à-dire qu'on a un positionnement hybride où on cherche à avoir des top décideurs. On l'ouvre aussi aux PME pour avoir les chefs d'entreprise, parce que la cyber, ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr. Et on est à Paris, donc on est plus accessible. Mais notre objectif, voilà, c'est d'arriver à 5000, puis 6000, puis 7000 visiteurs en présentiel, Bien sûr. décideurs. Mais parce que l'idée du Cyber Show, c'est être en capacité de pouvoir réunir en même temps les entreprises, en même temps aussi des solutions nouvelles pour ces entreprises-là, réunir des grands groupes. C'est ça. En fait, il y a un double objectif dans le cyber show. La cyber, pour que les gens comprennent, c'est un marché qui est mature pour les très grandes entreprises et pour les très grands ministères, etc. Ça fait des années que ça existe. Évidemment. Ils sont outillés. Généralement, ils ont empilé tout un tas de solutions. Et leur sujet à eux, c'est pas tant la solution de demain, même si l'IA parfois peut rebattre, on va dire la méthodo et l'approche, mais c'est plutôt, on va dire, le management de la cyber. Comment on gère une crise, comment on gère une communication, comment on gère 10 000, 20 000, 100 000 collaborateurs, comment on gère la sensibilisation, comment on fait travailler tout ça, et encore plus lorsqu'on doit acquérir des entreprises, les céder, lorsqu'on travaille à l'international. C'est des sujets, on va dire, de process. Et après, on a un autre pan de l'activité qui, nous, je pense qu'on est le seul à vraiment l'attaquer frontalement, qui va concerner en fait toutes les PME, les PMI, les ETI. On va surtout s'intéresser à partir de 50 collaborateurs. Ces entreprises-là, généralement, ce sont des fournisseuses. C'est-à-dire qu'elles vont travailler soit en direct, soit de manière deuxième, troisième, quatrième rang avec des grands comptes. Donc elles vont fournir le fournisseur du fournisseur. Maintenant, si elles veulent continuer à le fournir, aujourd'hui, on voit qu'il y a le besoin de monter en conformité en cyber. Donc il y a des normes qui sont apparues, il y a des... donc on parle de NIS 2, on parle de DORA pour le côté un peu financier, il y a l'IACT, enfin, il y a plein de normes qui existent. Sur lequel il faut être agréé pour pouvoir exercer dedans. On va dire que voilà, il faut rentrer dans la certification et l'avantage de la norme, c'est qu'elle donne un cadre. Elle donne une réglementation avec des bonnes pratiques. Mais le cadre, il n'évite pas la pratique. C'est-à-dire que dans le concret, même si on a mis la norme, c'est toujours plus compliqué dans le vif du sujet lorsqu'on a les mains dans le cambouis. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'apporter des solutions aussi à ces entreprises et de les mettre en relation, soit avec des offreurs qui ont des budgets adaptés, parce que on ne parle pas des mêmes tickets. C'est-à-dire que les grands comptes, c'est parfois des budgets à plusieurs millions, voire dizaines de millions. Bien sûr. Une PME ou une collectivité, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, difficilement 100 000 euros. Donc, déjà, il faut un budget adapté. Il faut aussi l'équipe derrière. Il n'y a pas toujours des équipes dédiées. C'est-à-dire que je prends souvent ce cas, mais les très grandes banques, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs en cyber. Évidemment. Une PME, une ETI, s'il y a une personne qui s'occupe du parc informatique, parfois c'est déjà un miracle. Et dès qu'on touche au financier, t'es obligé de mettre de la cyber. Et voilà, c'est des coûts, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un événement qui réunit d'un côté de l'expertise des grands comptes, qui vont apporter du savoir-faire, de la transmission, mais aussi on va leur apporter du contenu, donc des cas pratiques, des cas concrets. On va les challenger sur... évidemment, tout ce qui va être l'IA, tout ce qui va être, par exemple, alors on parle beaucoup du post-quantique, mais on va dire surtout du traitement de l'information. Parce que même avec l'IA, le sujet, c'est comment traiter cette vague d'informations. Comment faire pour avoir la bonne information en temps, en heure, et bien et une autre pan de population qui va plutôt être sur de la pédagogie et sur de l'accessibilité à des outils qui peuvent être simples, mais qui vont à minima effacer au moins 50-60% des risques parce qu'ils sont là en première couverture. Donc voilà, on essaye de répondre à ces deux choses dans un milieu quand même qui est très concurrentiel, le milieu de l'organisation. C'est-à-dire que moi, je suis une petite structure, une petite équipe, etc. On fait ça de notre côté. Et grand événement. Et on est face à des organisateurs, je pense à des GL, à des Comexposium, à des Rex, etc. C'est des centaines de collaborateurs, des centaines de millions d'euros, voire parfois le milliard de chiffre d'affaires. On n'en est pas encore là, peut-être un jour. Mais voilà, on a des concurrents qui sont quand même organisés de manière magnifique, quoi. C'est un but en soi. Bon, la question que je peux enchaîner là-dessus, c'est comment on organise un cyber show, comment on vient justement concurrencer les grands organisateurs, et surtout, où démarre le réseau, en fait. C'est-à-dire quand tu dois amener et les visiteurs, et les entreprises, et les acheteurs et les décideurs, tu dois amener tout le monde d'un coup pour arriver à réunir jusqu'à 6000 personnes. Alors, déjà, où démarre le réseau, il démarre tous les jours. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être la chose que j'ai retenue de l'école de commerce.
C'est Développer son réseau. exactement. C'est-à-dire que l'école de commerce où on apprend des choses qui sont bien, ça forme, on va dire, une méthode, ça peut donner une approche un peu plus structurée. Mais si on devait vraiment retenir quelque chose, c'est que le réseau se fait tous les jours, à n'importe quel moment. Il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire que, comme j'aime bien cette phrase, il ne faut pas insulter l'avenir, comme disait le général de Gaulle. Ok. Il ne faut jamais insulter l'avenir parce qu'on ne sait pas la personne qu'on croise à un instant T. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, ça peut être un copain, un truc. Mais dans 5 ans, on ne sait pas. Et comme tu disais, on peut te présenter la personne, tu vois, comme nous, ça s'est passé. Il y a pas, personne ne sait ce qui va se passer demain. Développer son réseau, pour toi, aujourd'hui, c'est du quotidien. C'est du quotidien et surtout, ça doit se faire sans intérêt. C'est-à-dire que je pense à quelque chose sans trahir, parce que voilà, je ne veux pas mettre en porte-à-faux les gens, mais typiquement, j'ai aidé une énorme association dans la cyber. Mhm. Quand je dis une énorme association, ça fait partie des top 3 associations, Ok. à obtenir une certaine certification au niveau de l'État. Ok. Ça faisait quelques années qu'ils étaient dessus, ils étaient bloqués, etc. Je pense que 90% des gens de cette association ne savent pas que j'ai aidé. Ok. Mais j'ai aidé son président, je l'ai mis en relation avec la bonne personne, qui l'a présenté à un ministre, qui l'a aidé, qui lui a obtenu le truc, et le papier a été délivré au bout de 6 mois. Parce que, attends, pour obtenir une certification en cyber, il faut passer par un ministre. Non, c'était pas une certification, je peux pas trop dire ce que c'était, mais Ok, je vois le truc. une accréditation qui était compliquée à avoir, ça faisait quelques années, c'était bloqué. Ok. Mettre la bonne D'où personne. la preuve de réseau aussi. Maintenant, cette personne, il s'avère qu'elle elle a dû partir. Ok. Donc tu peux dire c'est perdu, quoi. J'ai fait tout ça, je pensais avoir ça, et au final il n'y a plus rien. Ok. Mais tu sais pas, ça se trouve cette personne elle va rebondir dans 1 an, dans 5 ans. C'est quoi qu'il arrive. Quand tu fais une mise en relation, quand tu vas créer un contact, tu cherches pas forcément à obtenir quelque chose derrière. Faut rien attendre. Voilà, t'attends rien. Et puis peu importe ce qui se passe. Faut rien attendre parce que c'est le meilleur moyen d'être frustré et de lui dire c'est ça. ah pourquoi tu m'as. Il faut rien attendre. C'est très dur, mais il faut vraiment rien attendre. Il faut le faire parce que. Combien de nouvelles mises en relation par semaine, on va dire? Combien de personnes tu te découvres? Parce que si tout le jeu du cyber, c'est de connaître encore plus de personnes et faire du réseau, etc. Combien d'entreprises tu rencontres par semaine? Regarde, moi, je vais te donner un cas. C'est un cas simple, c'est LinkedIn. Okay. LinkedIn, je sais pas, je dois recevoir entre 5 et 10 demandes par jour. Je la pousse un peu, mais de connexion ou de messages? On va dire par semaine, je reçois peut-être au moins une trentaine ou une cinquantaine de de demandes de connexion. Mmh. Avec parfois des messages derrière. Quand je vois que c'est dans l'écosystème cyber, IA, tech, par défaut, je vais accepter, même des étudiants. Encore une fois, j'insulte pas l'avenir. Ça se trouve, cet étudiant il va créer une donc j'accepte, j'ai pas de sujet particulier. Et parfois, je me fais démarcher. Il y a des gens, ils me disent, voilà, pour votre événement, je peux vous aider, je sais pas, à prospecter, à organiser. Techniquement, j'ai pas besoin. Mais je vais quand même accepter et parfois discuter avec la personne. Pas discuter pour discuter parce que j'ai que ça à faire de discuter, mais parce que, d'une part, j'essaie de pas avoir d'a priori. Je me dis dans la discussion, ça se trouve, je vais apprendre quelque chose. Ça se trouve, le premier message était maladroit, mais en fait, il y a plus à pousser. Et parfois, ça va pas plus loin. Mais discuter pour discuter, prendre le temps de savoir ce qu'il y a derrière pour y m'a contacté, même si parfois, aujourd'hui, c'est beaucoup automatique. Donc, c'est des workflows, des process. Mais si je suis rentré dans la cible, c'est peut-être qu'il y avait une raison. J'accepte la première discussion. Okay. Et dans tout ça, combien de fois, au final, je dis pas que je travaille tout le temps avec la personne, mais au final, ça peut aboutir à un échange, ça peut aboutir à une mise en relation, ça peut aboutir même à un apprentissage. Et cet apprentissage, il vaut parfois plus que la mise en relation parce que tu découvres quelque chose que tu ignorais jusqu'à présent. Donc, par défaut, j'accepte, je rentre en contact et je réponds à quasi tout le monde. Si je réponds pas, c'est parfois parce que je suis passé à l'as, mais quand on me relance, généralement, je réponds à tout. Ok. Donc, le réseau, c'est ultra important et répondre à tout le monde et pas avoir d'a priori. Il y a une époque, aujourd'hui, je le fais plus, mais il y a une époque où effectivement, c'était l'idée de tous les jours, connecter avec une nouvelle personne, pouvoir envoyer un message à lui et lui dire écoute, tu fais quoi? Et moi, je fais ça. Et puis, c'est intéressant, on est dans le même milieu, dans le même secteur. Et c'est vrai que ça donne des opportunités incroyables. J'ai rencontré un associé comme ça. Enfin, on s'est associé en partant de là. De base, c'était juste demander un conseil d'Alaha dans le business. Mon machpia qui redirige. Puis au final, on se rencontre, on discute un petit peu, etc. Puis au final, on fait de l'apport d'affaires. Puis au final, on s'associe. Et c'est ça. Ça part de rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connaître à l'initial, et au final, on peut terminer associé. Sur le sujet justement de faire connaître
le cyber show, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. C'est-à-dire, je l'ai dit, quand je suis arrivé, je découvre en même temps le cyber show. Il y a comme un choc qui dit waouh, mais c'est pas possible d'organiser un truc pareil avec autant de personnes, autant d'entreprises. Bah, comment faire connaître le cyber show? Déjà, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que, comme j'ai fait un peu en introduction, c'est-à-dire que je commençais par les forums de recrutement. On a commencé quand on était à l'école. Puis, on s'est mis à notre compte. Puis, on a commencé par une voie qui était accessible. C'est-à-dire qu'on était étudiant, on connaissait le système du stage. L'alternance, c'était pas trop encore la mode, mais il y avait beaucoup de stages. Donc, il y avait cette échéance où on arrive en Master 1, Master 2. Il faut trouver son stage de fin d'études pour valider son année. Donc, il y avait un rendez-vous. Donc, nous, on a pris ce rendez-vous. On a aidé, je pense sincèrement, des milliers d'étudiants parce qu'on l'a fait pendant 10 ans. Okay. Et vraiment... je pense que vraiment, on a dû aider des milliers d'étudiants à trouver des stages. Tout en gardant les contacts, tout en gardant... Et c'est ça. C'est-à-dire que nous, nos interlocuteurs, c'était les RH. Donc, ils nous remontaient des informations sur les métiers de demain qu'ils avaient besoin dans leur vivier. Donc, pendant un temps, le pain, c'était la data. Puis, ça a été la cyber. Puis, on a fait aussi pas mal les DevOps. On avait fait aussi des événements à l'ESTP sur les ingénieurs, donc travaux publics. Où là aussi, pareil, c'était une niche avec d'autres écoles, etc. Et de fil en aiguille, on est arrivé donc sur un événement business. Maintenant, comment on fait connaître un événement business? C'est que par le temps. C'est-à-dire que, mine de rien, je vois même des énormes entreprises qui sont installées, qui ont des événements qui existent depuis un laps de temps long. Lorsqu'ils lancent un nouvel événement, ça ne fait pas comme ça, quoi. Ça prend du temps. Il faut 3 à 5 ans pour installer une édition. C'est comme monter sa société. Il faut 3 à 5 ans pour s'installer, etc. Après, encore une fois, voilà, c'est la récurrence. Donc, contacter, rencontrer des nouvelles personnes, le réseau. J'ai la chance quand même d'être encadré par un comité éditorial, un comité scientifique d'experts cyber, qui eux-mêmes m'ouvrent leur réseau, me mettent en relation avec des personnes. Il y a un truc quand même dans la cyber, alors je ne sais pas si c'est propre à la cyber ou pas, mais il y a quand même ce côté ultra bienveillant parce que dans la cyber, tu peux être le meilleur du monde, tu as quand même 9 chances sur 10 de te faire avoir un jour ou l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleurs outils, le plus gros budget de la Terre, etc. etc. Techniquement, tu vas te faire hacker un jour ou l'autre d'une manière, que ce soit par un partenaire, une filiale, enfin, par un collaborateur. Le risque zéro, il n'existe pas. Donc je pense qu'il y a quand même ce... Aujourd'hui, avec l'IA, c'est... Ouais, alors l'IA, ça démultiplie, on va dire... L'IA, c'est marrant parce que... Ça crée des hackers du jour au lendemain. Le type, il sort de nulle part, il se met sur Claude. L'IA, ça fait deux choses. Ça industrialise dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'une personne avant devait passer par un marché, acheter un process, ça prenait du temps, il y avait un benchmark, il fallait l'établir. On va dire que ça mettait, 2 jours, je dis une bêtise. Avec l'IA, en 40 minutes, il lance le truc et il t'en fait des milliers. Inversement, l'IA, ça permet aussi de challenger plus de failles, plus de choses, etc. Maintenant, c'est toujours c'est marrant, le temps est toujours plus long pour la défense. C'est-à-dire que l'attaquant, il va tout de suite acheter, prendre, tester, trucs. Celui qui doit se défendre, sur encore plus une entreprise, c'est un processus long. Il doit faire valider des budgets, il doit faire valider des recrutements. Il ne peut pas, le ciseau, il ne peut pas dire, tiens, je te recrute, ça ne marche pas comme ça. En plus, la personne elle doit quitter son job parfois. Donc... Et c'est pareil, toi, dans le recrutement. C'est-à-dire que c'était marrant, ça aussi. C'est-à-dire que les entreprises avaient un besoin, mais les écoles, elles mettaient parfois 5 ans avant de sortir les bons diplômes. Et même, tu vois, sur l'IA, je le vois encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Claude, tu as OpenAI, ChatGPT, tu as Gemini 1, mais je pense que tu n'as aucune formation sérieuse qui sort d'une grande école, peu importe laquelle. Là, tu touches à mon domaine, c'est la formation. Tout le monde est à la ramasse. En fait, et ça va tellement vite. Mais c'est toujours pareil. Tu ne peux pas programmer une année de formation sur l'IA, parce que tout change du jour au lendemain. Nous, on a vu les élèves passer d'un panel de 10 logiciels à Claude. Et puis bon, on essaye, on leur dit non, mais il faut rester sur le logiciel, de toute façon, c'est important pour votre examen, etc. Alors, ils se battent, c'est difficile pour eux une fois qu'ils ont découvert Claude, Claude Code. Mais du jour au lendemain, t'as... Et je te dis, les écoles, elles suivent pas ce process, et au même titre, les défenseurs, ils n'arrivent pas... Mais c'est normal, c'est l'humain qui est fait comme ça. Tu peux pas, comment dire, aller à celui qui crie le plus fort. Tu es obligé à un moment donné de structurer, de faire des choix. Donc, tu as cette bienveillance dans l'écosystème cyber qui fait aussi que on nous voit d'un bon œil. Mine de rien, on est jeunes. Alors moi, j'ai 36 ans.
Ok. Je travaille beaucoup avec des personnes qui ont plutôt la cinquantaine, Mhm. parce que c'est un écosystème qui était, encore une fois, qui existe depuis un laps de temps long, donc qui est déjà implanté. Et aussi, je pense, c'est aussi une grosse différence, on écoute sincèrement les retours. C'est-à-dire que la difficulté d'un événement qui est très établi, c'est que généralement, il a établi sa marque, il a établi ses process, et donc il vend un événement qui doit se passer de telle manière. Et les personnes y vont parce que ça se passe de telle manière. Mhm. Nous, parce qu'on construit un événement, on le module encore aujourd'hui avec les retours qu'on a pour l'adapter à ce qui est attendu. Et je pense que ça correspond bien aussi à l'ère du moment où c'est une ère, comme tu dis, qui bouge beaucoup et qui évolue énormément. Bien sûr. Je me dis quand même, pour organiser le cybershow, ce que tu me dis, alors tu me diras peut-être si c'est ton activité principale, j'imagine que oui, probablement que tu as des activités annexes, mais le fait de dédier une année d'organisation sur 2 jours, C'est ça. sur 2 jours dans l'année, pour, on va dire pour des jeunes qui nous écoutent, pour moi-même, pour n'importe qui, comment est-ce qu'on peut rester focus, déterminé et organisé pour 2 jours dans l'année? En sachant que Alors, ça, c'est une vraie question. en fait, c'est 2 jours visibles. En réalité, on va dire c'est 4 Mhm. jours parce que tu as le montage, etc. Mhm. Mais les 2 jours, c'est la consécration. C'est comme, j'aime bien cette analogie, c'est comme préparer son mariage. On peut Ok. préparer son mariage en 1 semaine et le préparer en 1 année. Celui qui le prépare en 1 année, généralement, il va apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de qualité. Enfin, qualité, c'est pas forcément le terme que je voulais, mais en tout cas, il va apporter plus d'options et plus d'agréments à son Mhm. mariage que quelqu'un qui se marie sur un coup de tête. Il dit, bon, allez, je prends la première salle, le premier traiteur et j'y vais. L'organisation d'un événement, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a un temps long qui est la préparation, typiquement, des conférences. C'est-à-dire que rencontrer les intervenants, rencontrer les sujets, les travailler en profondeur. L'idée, ça aussi, je pense que c'est une chose pour laquelle on est reconnu aujourd'hui, c'est la qualité des prises de parole. Il y a plus Ok. de 50%, presque 60%, Mhm. qu'on ne vend pas des prises de parole. Ok. C'est nous qui les gardons en interne, on les valide avec nos comités, et on traite des sujets, et on choisit les intervenants. Maintenant, il y a des intervenants, leur agenda, sur 6 mois, il est booké. Donc déjà, il faut les identifier, discuter avec eux, c'est des temps longs, c'est des échanges qui nous fassent confiance, etc. Et il y a tout un travail aussi de réflexion sur qu'est-ce qui va être l'événement de demain. C'est-à-dire que tu as fait un événement, tu débriefes, ça prend déjà 2-3 mois d'avoir tous les exposants, les partenaires, de débriefer. Et là, tu vois, typiquement, il faut que je commence à recontacter tous les membres de mon comité pour voir ça va être quoi les prochaines trends à traiter donc, l'année prochaine. Pareil sur mon comité scientifique, c'est quoi un peu les attentes. C'est-à-dire que nous, on a fait des trophées avec, par exemple, je fais une bêtise, des trophées sur le secteur de la santé. Mais typiquement, j'ai des personnes qui me disent, ça serait pas mal qu'on fasse un cas concret. On se réunisse 2-3 hôpitaux et on te donne un cas concret et tu challenges 2-3 entreprises Ok. et pas une seule. Mais c'est long à organiser. C'est-à-dire qu'il faut travailler ce cas, préparer la méthodologie, donner un livrable, que les personnes travaillent sur ce livrable, puissent délivrer la chose. Donc tout ça, c'est un temps long. Et après, Ça il y a fait peur, toute la... C'est énorme. Donc au final, c'est un vrai travail de préparation. Et comme je le dis souvent, c'est-à-dire que l'événementiel, si personne ne te dit rien, c'est que tout s'est bien passé. Ok. Mais dès qu'il y a un petit cheveu dans la soupe, tu peux être sûr que tu as 10 personnes qui viennent te dire il y avait un cheveu. Mais les gens, ils n'imaginent pas, entre-temps, tout le travail qu'il y a pu Bien avoir, sûr. etc., etc. Donc c'est long, mais c'est satisfaisant, en effet, d'avoir la concrétisation à ce moment-là. Et je dirais aussi, contrairement à d'autres métiers, c'est quand même un rendez-vous. C'est-à-dire que quand tu délivres au quotidien des choses, c'est satisfaisant, mais ça devient du quotidien, c'est plus une attente. Mhm. Là, il y a une vraie attente. C'est-à-dire que 2 mois avant, je fais des journées, voire des soirées. C'est intense, je dors Hyper très peu. intense, bien sûr. Et quand arrive le jour J, voir tout ce monde arriver, voir toutes ces personnes discuter entre elles, faire du Mhm. business et tout ce pourquoi tu as travaillé, il y a ce côté quand même très plaisant. C'est consécration. Mhm. C'est vraiment, c'est ça. Je t'ai posé la question parce que on va dire que c'est très très difficile de garder l'énergie sur quelque chose qui est assez lointain. Et alors peut-être tu as des pratiques, des méthodes ou je sais pas. Ou bien, moi, Archalit à l'élève, tu mets de côté complètement tout ce qui est sentimental, variation d'énergie, tu te mets juste, voilà, j'ai un truc à faire, je le fais. Ou bien est-ce que tu reboostes la motivation? Mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec l'urgence.
Quand tu leur mets un truc urgent, quand il sait que c'est dans 3 jours, ok, il va mettre à fond, il va faire nuit blanche, etc. C'est pas du tout la bonne méthode. Non, Et dans personne l'événementiel, pourrait- ça marche pas. Alors, dans l'événementiel, encore plus. On pourrait se dire en- cyber show en 3 mois. En vrai, dans l'événementiel, l'urgence, c'est le joker qu'il faut pas avoir. Mais bien sûr. Mais typiquement, cette année, je peux te donner, j'avais réservé C'est l'anecdote. un traiteur pour l'équipe. C'est-à-dire que nous, au quotidien, on est 3-4, Mhm. mais le jour de l'événement, je dois manager peut-être 60 de personnes pour que tout fonctionne. Mhm. Et j'avais un traiteur qui devait me livrer des sandwichs, une formule, etc. Il me livrait quand même 40, 60 de sandwichs par jour. Il faut les faire. C'est-à-dire que c'est une commande. J'arrive le jour de montage, donc 2 jours avant, pour régler le traiteur et assurer le truc, il livre, etc. J'arrive, et là, il y a une grosse pancarte de l'hygiène, le traiteur fermé. Je me dis, mince, Wow. moi, j'avais pas cherché d'autre, quoi. J'avais fait mon benchmark, c'était arrêté, c'était avec lui, j'avais dealé, et je devais venir pour payer. Lui, bien sûr, m'avait pas prévenu. Moi, j'avais 2 minutes, j'étais en montage, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et là, je me retrouve sans traiteur, j'ai pas le temps. Je termine le montage, il est à 20h30, 21h. Donc, il faut que je trouve. Donc, c'est ça, un peu, moi, mon urgence, c'est ce genre d'imprévu. C'est les imprévus. Maintenant, pour répondre à la question, alors ça déstabilise beaucoup de gens, mais moi, justement, je mets pas de sentiments. Le business, c'est le business. Mes sentiments, c'est pour ma famille, pour mes amis, etc. Mais j'ai pas de... dans le J'imagine travail, bien qu'il y a ça, mais la question c'est comment tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie d'écouter les sentiments, de dire ok, là je suis fatigué, ça y est, j'arrête. en fait, Là, je reviens à enfin, c'est un vrai travail. Je pense que c'est un travail que j'ai fait malgré moi, par la force des choses, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué dans le cadre scolaire, etc. Parce que voilà, j'ai eu un parcours un peu en dents de scie qui n'était pas forcément évident. Donc, je pense que ça m'a musclé, ça m'a mis une carapace. Mais pour moi, le travail, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il doit être délivré, peu importe comment, qui, truc, etc. Et peu importe avec qui. Encore une fois, il ne faut pas avoir de sentiments. Si je commence à sympathiser avec tous mes partenaires, alors, il y en a pour qui c'est important, l'affect. Mais pour moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que la mission me plaît, le résultat est important, et donc il faut mettre les moyens pour y arriver. Maintenant, je suis quelqu'un qui me lasse très souvent, donc j'ai plutôt tendance à monter toujours plus de projets. Donc je vais monter d'autres projets, je vais investir dans d'autres sujets, je vais toujours m'animer pour, on va dire, parfois quitter un peu ces projets qui peuvent être denses et vider un peu ma tête et revenir quelques jours après. Mais encore une fois, comme je le dis à tous mes partenaires, moi, je ne fais pas de sentiments, je n'ai pas d'amour ou de haine pour la personne. On est là pour travailler et pour réussir quelque chose. Je ne suis pas là pour devenir ami avec toi. Donc, le travail doit être fait. Déjà, vis-à-vis des gens, ça se comprend. On est dans le business, on n'est pas amis, et ok, ça peut se dire. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est dans la gestion personnelle de ses émotions. Alors, c'est vrai, mais pour ça, il faut bien se marier. C'est-à-dire que si je fais une allusion, tu vois, dans Bereshit, dans Adam et Chava, on dit ça peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Bah, concrètement, voilà, moi, ma femme, aujourd'hui, c'est vraiment mon pilier. C'est-à-dire que c'est la seule personne avec qui je veux vraiment parler dans le détail, et inversement, et livrer des bêtises. Parfois, tu vas discuter avec ton associé, t'es mal luné, et tu vas interpréter un mot en disant « Ah, mais attends, peut-être qu'il me fait la tête, pas la tête. Il est énervé, pas énervé, qu'est-ce que j'ai ?» Ah non, c'est juste toi, peut-être que tu t'es mal réveillé, t'étais stressé le matin pour déposer les enfants, je sais pas, enfin... C'est ton interprétation, ça se trouve ton associé de parler comme ça. Donc toujours, quand tu as un sujet, je parle avec ma femme, je dis « Ouais, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle a une lecture neutre, et surtout, elle veut mon bien. Mais foncièrement, c'est-à-dire que elle veut mon bien... Elle est intrinsèquement moi et moi je suis intrinsèquement elle. Donc, et souvent ça calme la chose. Et inversement. Okay. Parfois elle c'est pareil, dans son truc, ce travail, elle a des sujets, elle t'en parle. Et toi tu veux son bien. Donc tu lui dis, toi ce que tu penses. Après voilà, il faut mettre un peu de distance avec la chose. Tu dis ça permet d'avoir une vision objective des journées. Déjà ça permet d'avoir un miroir et une première personne à qui parler. Je pense qu'il faut jamais parler à chaud avec la personne avec qui tu peux te sentir échaudé. Il vaut mieux parler avec... moi, je dis ma femme, mais ça peut être... je pense que les parents, c'est le pire. Il faut surtout pas les parents. Mais en tout cas, une personne... Parce qu'ils veulent tellement notre bien qu'ils sont pas objectifs. Ouais, qu'à la fin, ça peut être pas notre bien, mais c'est parce que c'est trop. Bien sûr. Mais ouais, c'est bien d'avoir une personne neutre, entre guillemets neutre,
qui parlait en premier avant de parler avec la personne dont tu as le sujet. Et après, je pense que la bonne approche, c'est de parler de soi et pas de l'autre. C'est-à-dire que si la personne, elle t'a dit un truc que ça t'a vexé, ça n'a rien de dire tu m'as vexé. Tu peux dire, moi, personnellement, quand tu m'as dit ça, je me suis senti gêné, ça m'a fait du mal parce que j'ai interprété ça. Je pense pas que c'est ce que tu voulais, mais voilà, moi, comment j'ai ressenti la chose. Et parce que tu parles de toi et que c'est, pour le coup, égocentré, alors la personne, déjà, elle va moins bien... Enfin, elle va mieux le prendre. Parce qu'elle se dit, bon, toi, c'est ton ressenti. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai voulu dire. Et tu peux trouver un terrain d'entente. Alors que si tu viens tout de suite me dire, ah, tu m'as dit ça, tu rentres dans la confrontation. Et ça, c'est pareil dans le business. Il n'y a rien de pire que la confrontation. Vaut mieux un mauvais deal, mais chacun construit son sujet, que rentrer dans la bagarre avec quelqu'un, mettre ton énergie sur quelque chose. Personne ne va être gagnant, alors que les autres qui construisent à côté. Construit. Vaut mieux perdre quelque chose et construire plus grand que gagner un petit truc qui n'est pas intéressant. Donc voilà, parler à quelqu'un de manière neutre et parler de soi, comment tu ressens les choses. Tu dis que le bénéfice, quoi qu'il arrive de parler, il permet en conséquence de pouvoir complètement gérer ses émotions en pleine journée, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir rester focus. C'est important. C'est important déjà de se livrer, de vider ça, de ne pas l'avoir dans sa tête et de dire, en plus, quand tu dis ce que toi t'as ressenti, au final, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire que c'est ta vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Mais c'est ta vérité, si ça t'a touché, c'est qu'au fond, il y avait un fond de vérité et que ça t'a fait mal pour X ou Y raison. Peu importe la... Ouais. Donc tu peux dire, moi, ça m'a fait mal, peu importe la raison, et c'est ta vérité. Maintenant, l'autre, il peut te dire, bah, ma vérité était différente, mais toi, au moins, tu as exprimé, tu as vidé ton sac et tu passes à autre chose. Après, si tu veux faire un sujet pendant 107 ans, c'est que c'est un autre sujet, là. Non, bien sûr. Faut voir un psy. C'est-à-dire que l'idée, pour aller vite, sans même à l'ère de l'IA, peu importe, pour aller vite et pour mettre de côté les émotions, tu dis, il y a un truc, je mets de côté, j'en parle, j'évacue, et je me concentre sur la suite, et j'avance. Exactement. C'est tellement dur. Tu sais qu'aujourd'hui, avec, on va le répéter 100 000 fois, mais l'IA, les réseaux sociaux et compagnie, je ne sais pas s'il y a encore des jeunes, si ça existe encore des jeunes qui sont focus. Et leur apprendre à être focus, leur apprendre à se concentrer sur une chose spécifique, une tâche, tu coupes mode avion, tout, il n'y a rien, tu te mets sur un Google Doc et tu vas produire du texte. Pourquoi il y a l'IA qui va le faire? Oui, mais apprends à produire, apprends à être focus. C'est un énorme sujet, et je pense, tu parles des réseaux et même des jeux. Je vois les jeux sur les... À la limite, ça m'inquiète pas tellement que ça. Ça dépend des jeux. Ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps, ça te prend ta tête. Mais par rapport à tout le reste, je crois que les jeux, c'est le moins pire. Mais par rapport à ça, je pense que oui, c'est très dur, et que pour moi, ça se fait dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que typiquement, voilà, il faut savoir s'arrêter, savoir lire un livre, prendre le temps de lire un livre. Shabbat, c'est important. Déconnecter, prendre le temps de discuter avec les gens, de se concentrer dans sa prière, de prier vraiment. Bien sûr. Non, moi, je suis en mode TGV toute la semaine. Sincèrement, j'ai pas le temps. C'est un vrai ignan. Donc, Shabbat, j'essaie de lire vraiment dans les mots, de me dire à voix haute, de prendre vraiment le temps. Et après, je reviens à la structure, c'est-à-dire que... mais c'est là aussi où ça va faire la différence plus tard. C'est quelqu'un qui est capable de s'arrêter, de se structurer. Il pense que parfois il perd son temps, mais en définitive, en structurant bien les choses, tu gagnes du temps par la suite. Parce que, encore une fois, tu ne vas pas au dernier qui a parlé, tu ne vas pas à celui qui a écrit le plus fort, tu vas selon tes croyances. Et même si je prends le cas de l'IA, je le fais, j'ai constamment ce cas où tu peux lui demander quelque chose, il ne va pas forcément te donner les sources, il ne va pas forcément te donner les bonnes réponses. Il faut le faire double-checker, il faut le comparer avec d'autres IA, et même toi... Moi, combien de fois je vais taper moi-même la référence sur Google, voir si ça existe, et combien de fois je lui dis mais j'ai pas trouvé, donne-moi le lien, et qui me dit ah en fait ça faisait bien, je te l'ai envoyé, mais non ça n'existe pas. Enfin, ça c'est du quotidien ça. Donc l'IA, encore une fois, c'est bien. Il faut savoir l'utiliser. Celui qui ne sait pas l'utiliser, c'est sûr que c'est compliqué demain. Il faut savoir l'utiliser, mais savoir l'utiliser, c'est savoir bien l'utiliser, c'est-à-dire savoir le faire travailler à bon escient. Parce que produire quelque chose avec de l'IA qui plus est faux, c'est le meilleur moyen de perdre toute sa crédibilité. C'est-à-dire que, comme on dit, il n'y a pas plus mauvais commercial que celui qui te vend quelque chose qui ne peut pas te donner. C'est sûr. Donc l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as l'impression de gagner du temps, mais si le temps que tu es censé faire gagner, tu le donnes à la personne, en fait, il en perd plus, il n'y a rien de pire. L'IA, c'est un tellement grand sujet. J'ai l'impression que le monde entier perd son temps.
il y a une époque où on pouvait prendre beaucoup plus de temps pour faire les choses, on les faisait mieux. Aujourd'hui, on fait tout trop vite, trop mal. Les jeunes ne savent plus apprendre à faire des choses. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un sujet sur les métiers d'avenir. Qu'est-ce qui va fonctionner dans le futur ou pas dans les métiers, on pourra en parler, mais bon, la cyber, ça c'est sûr, j'imagine. La cyber, mais Il y a encore de l'avenir. j'avais cette discussion encore avec un cousin à moi Ok. qui me disait l'IA va détruire. Moi, je crois pas. Je pense que ça va plutôt restructurer les métiers. Comme je vais donner l'exemple de l'industrie de la musique. Ok. Quand j'étais petit, la musique, c'était, il y avait les Walkman avec les cassettes, puis il y a eu les CD. Mais à chaque fois, il y avait un support physique qu'il fallait acheter. Il fallait acheter un lecteur pour lire le support, et il fallait acheter après le support. Et chaque chanteur, il avait son support, etc. Et après, tu avais des albums comme ça. Puis, Internet est sorti. Il y a eu tout ce qui était le piratage. Donc, c'était, on va essayer de trucs, bidules, Tu as etc. trouvé tes musiques en ligne de partout. Et aujourd'hui, plus personne pirate de musique. Aujourd'hui, on a des sites de streaming. On a des sites, même YouTube, c'est mis à ça, où tu payes un abonnement, tu t'embêtes pas, tu as accès à tout, et c'est un forfait. 10, C'est pas pour 20, autant que ça a 30 détruit euros. le milieu de la musique. Ça l'a changé. Les gens vont plus dans les concerts, il y a plus de streaming, il y a plus d'approches différentes. Il n'y a pas de conséquences sur l'humain. On va dire la conséquence, allez, c'est que tu profites moins de ta musique parce qu'à l'époque, il y avait un effort supplémentaire pour écouter ta musique. C'est pareil, c'est pareil les caissières. Ça, je suis pas... C'est pareil les caissières. Pourquoi je suis pas Regarde les d'accord? Non, mais tout le monde va être remplacé. Je veux dire, ça, on voit déjà des bornes des bornes de paiement dans les magasins, etc. Pour moi, l'IA aujourd'hui, ça amène le monde dans les extrêmes. De toute façon, déjà, rien que le Covid, à partir du Covid, on a vu le monde dans les extrêmes. Tu peux avoir les extrêmes en politique, extrême gauche, extrême droite. Tu peux avoir l'extrême je bosse ou l'extrême je bosse pas. Il est en vacances, ça fait 10 ans, il fait rien de sa vie. Le monde aujourd'hui, il est divisé dans les extrêmes. Je pense que l'IA va nous amener aussi à un extrême artisanat. Où l'artisanat il va prendre un niveau de fou. Je veux dire, celui qui a une boucherie, il fait la boucherie familiale, et il la tient des années. Bon, c'est de la nourriture, c'est aussi un métier artisanal, bien savoir couper sa viande. Et de l'autre côté, t'as l'extrême fainéantise, l'extrême je sais pas faire, je me rabats sur l'IA. Et là, c'est où t'es un géant de la tech, t'arrives à faire quelque chose, à prendre un logiciel, où j'ai du mal à me dire où est la place d'un jeune qui veut faire ses études aujourd'hui. À la limite, peut-être dans la médecine, etc. Pour moi, l'enjeu d'un jeune aujourd'hui, et effectivement, c'est lié à l'incubateur de ce qu'on fait, c'est de réussir à tout comprendre, tout connaître, pour pouvoir après exploiter l'IA pour faire à sa place ce qu'on a besoin de faire. Si à l'époque tu savais créer un site internet, aujourd'hui tu sais aussi avec l'IA créer un site internet, tu sais lui donner les bonnes directives. Si tu n'as jamais appris à créer un site internet, même si l'IA te le fait, il y a un long chemin avant de rattraper la philosophie de la création d'un site internet. Pour moi, c'est apprendre toutes ces bases. Et même une des réflexions qu'on s'est fait à l'incubateur, c'est de savoir est-ce qu'il y avait encore lieu de donner beaucoup de cours techniques sur des logiciels, ou bien chaque élève doit choisir son logiciel avec nos recommandations évidemment, mais leur donner toute la philosophie d'un métier, que ce soit dans la cyber, parce qu'on va ouvrir une classe cyber pour l'année prochaine, que ce soit... je t'en avais parlé ou je n'avais pas... Ok. Il y a un... Par rapport à ce que je dis, déjà, il y a deux choses. Les gens, ils ont oublié que l'époque qu'on vit, là, depuis, on va dire, 100 ans, elle est exceptionnelle. Ah, mais c'est dingue. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait un roi, des... Tu te plais dedans ou tu te plais pas? Comment? T'aurais aimé vivre à une époque ou une autre époque ou pas? J'ai pas... Encore une fois, j'ai pas d'a priori. Okay. Je trouve que là, on a un confort de vie qui est agréable et t'as pas tout un tas de soucis. Et je m'en passe... mais voilà, j'ai pas d'a priori. Je suis né maintenant. Okay. Je me pose pas cette question, en fait. C'est pourquoi je me pose la question. Si tu prends, par exemple... tu lis un peu l'Écouter du bruit de Rabbi Hayat. Il est très nostalgique, le Rabbi Hayat. Et tu vas retrouver vraiment dans ses phrases les chassidim de l'époque faisaient ça et nos ancêtres tout le temps. C'est même dans Pirkei Avot où on te dit pareil. Là. Tu ressens quand même une envie de dire les Balébatim du Rabbi Rachab, c'est les chassidim du Rabbi Hayat. C'est lui-même qui le dit. Et donc tu te dis, bon, on a envie de vivre avec des chassidim de ce temps-là, on a envie de découvrir un peu... Et inversement, tu peux te dire qu'on est une génération... Et c'est la vision du Rabbi. Où on a vu le miracle d'un peuple qui a retrouvé sa terre 2000 ans après et qui a vu la matérialité de cette chose. Et quand tu prends le temps de réaliser que des gens, pendant 2000, 3000, ils ont erré, ils ont tout Pessar, ils ont dit l'année prochaine à Jérusalem, en disant, bon allez, l'année prochaine c'est marqué, on le dit, etc. Et que toi, tu peux le faire.
Mais tu as toujours ce... Oui, mais Bon, toi, tu peux le c'est vivre. intéressant que tu t'es pas posé la question. Tu peux le vivre concrètement. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller, t'as pas toutes ces... Enfin, c'est incroyable. Mais je pense que les gens C'est ne sûr. réalisent pas à quel point c'est exceptionnel. Mais d'un autre côté, ça je vais dire, discussion de ce dimanche. Un jeune qui vient me voir et qui me dit, Dan, je suis perdu. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es perdu? Il me dit, bah, je passe du temps avec l'IA, je discute avec lui et tout. Bon, on parle de métier, etc. Il me dit, moi qui étais déterminé à faire médecine, je ne m'intéresse même plus à faire médecine parce que je sais que l'IA va remplacer aussi les médecins. Alors je dis, bah, calme-toi, avant qu'on change un médecin, il y a du temps. Mais il était vraiment paniqué. Et je me suis dit, c'est fou. Et un jeune, aujourd'hui, il n'arrive pas à s'orienter. À l'époque, tu remontes à 50 ans en arrière, ton métier, c'est sûr, tu fais un diplôme, il en a pour 50 ans d'avenir. Tu vas jusqu'à la retraite avec le même métier. Aujourd'hui, si tu n'es pas apte à pouvoir changer de métier tous les 3 ans, si jamais il le faut, et si tu n'as pas des aptitudes à pouvoir surfer sur des vagues et à découvrir de nouveaux business, etc. Ou l'artisanal. Mais Non, mais c'est sûr qu'avoir la curiosité, qu'avoir le côté un peu débrouillard, chercher par soi-même, etc., c'est indispensable. Maintenant, on Sûr. en revient toujours quand même, il faut avoir un cadre. Parce qu'il ne faut pas avoir le dernier qui a parlé. C'est pas parce que l'IA te dit un truc que c'est la réalité. Et j'en reviens quand même à mon propos. C'est-à-dire que l'IA, ça va être un démultiplicateur de quelque chose, mais je ne crois pas que ça va remplacer à proprement parler. Ça va restructurer les choses, c'est une certitude. Remplacer, j'y crois pas. Le jour où il y aura des robots, ça sera une autre discussion. Mais j'y crois pas. Et quand bien même ça remplacerait demain la chose, comme tu dis, je pense que tu as raison. On reviendrait à des métiers beaucoup plus dans l'artisanat, beaucoup plus créatifs. Et pourquoi pas? Ou beaucoup plus d'études, beaucoup plus de discussions. Et pourquoi pas en soi? Ça a toujours... En fait, c'est comme ça qu'on a toujours évolué. Ça ne fait que une centaine, allez, 200, 300 est-ce qu'il ans. n'y a pas un moment où on arrive au crash du monde? Le monde d'un coup, il y a plus de... Il peut plus fonctionner sur le modèle comme ça. Il n'y a plus assez de gens qui Que le modèle, il évolue, c'est une certitude. Et que le modèle va évoluer. Il n'a ça- jamais évolué ça, aussi c'est- vite. C'est impressionnant. De notre fenêtre à nous, mais quand je regarde peut-être quelqu'un qui était à l'Antiquité et qui voyait une technologie qui arrivait et qui se dit « Ah, c'est incroyable ». Enfin, chacun a sa juste mesure et sa juste valeur de la chose. Encore une fois, je pense que tu grandis avec un socle sûr. aujourd'hui de connaissances et de commodité qui fait que tu grandis avec cet existant. Pour moi, la plus grosse difficulté, ce serait de perdre tout ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que les personnes seraient capables de retourner avec du feu et aller chercher de l'eau dans Ça, un c'est puits. sûr. Est-ce que ça ferait C'est pas ça, pour moi, la est-ce que plus ça grosse ferait pas du bien? Peut-être. Tu vois, c'est ça pour moi la difficulté. Maintenant, évoluer avec C'est toujours plus de technologie, vision je suis du pas sûr que ce soit rabbi. une difficulté. Je veux dire, j'adore dire ça, que le premier live du monde, c'est l'allumage de Hanouka. Avec le rabbi. Pourquoi? Parce que, tu vois, chez le rabbi, des écrans, où lui-même il voit Paris, il voit Moscou, il voit tous les endroits du monde. Et de l'autre côté, on a le live qui est enregistré. Et on parle de ça en 91, 92. Même d'avoir transmis en direct dans C'est différents la folie. continents, en Il simultané. fallait payer des codes, tu avec sais comment un ça fonctionnait? système. Il fallait payer des codes pour Ouais, pouvoir inscrire c'est, le code sur cet écran avec des machines spéciales pour pouvoir retransmettre. C'est un truc de dingue. Mais tu vois, ça en dit long sur comment tu peux tourner les choses. Aussi. C'est-à-dire que De toute façon, c'est sûr que si on est dedans, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que tu dois faire avec, on doit utiliser l'IA, c'est obligatoire, on doit se former à l'IA. Je veux dire, même aujourd'hui, n'importe quel Rav, Chaliar, rien que par la vision du rabbi d'utiliser une nouvelle technologie, il faut le faire. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Et de toute manière, si c'est là, tu n'as pas le choix. Sinon, tu es dépassé, sinon ça n'intéresse plus personne. Mais c'est certain. C'est tout l'enjeu qui est extrêmement compliqué. Tu as des routines IA, tu sais que tu passes des moments, par exemple, sur Claude Code, ou... Il y en a, leur routine, c'est la limite. C'est-à-dire, il est toujours sur Claude Code, dès qu'il a la limite, il passe à autre chose. Non, mais c'est sûr que ça va changer. C'est sûr que comment dire, l'organisation de la personne, elle va évoluer avec l'IA. C'est une certitude. Maintenant, encore une fois, tout dépend comment tu fais la chose. Et pour moi, je pense qu'il faut bien le structurer. C'est juste ça. Savoir pourquoi tu le fais, quel est l'objectif de cette chose. Et tu vois, je te donne un cas encore très personnel. Moi, voilà, c'est vrai, j'ai un jardin, etc. Je me suis fait un potager. Je vais pousser, alors, je vais pas être autonome, hein, c'est pour le kiff, pousser quelques fèves, des concombres, des tomates, mais ça me fait kiffer. Je montre à ma femme, mes enfants, mais au final, je pense qu'aussi, peut-être c'est quelque chose où les gens vont revenir sur quelque chose de plus concret, de plus terre à terre, de plus... C'est peut-être aussi ça.
Reprendre des le temps extrêmes. de lire, reprendre le temps de discuter, reprendre le temps de faire quelque chose de simple. Ça peut être pêcher, ça peut être cultiver, ça peut être n'importe quoi, mais En fait, tu dis l'extrême IA va amener à une prise de conscience de revenir à l'extrême d'un autre passion, côté, ça te dégage artisanat. plus de temps. Techniquement, moi, l'IA, aujourd'hui, ça m'a fait quand même gagner un temps qui est important. Je sais pas si ça fait. En fait, je me suis dit, c'est sûr que ça fait gagner du temps sur des tâches. Le monde va tellement vite qu'au final, j'en ai pas gagné par rapport à ce que je dois faire face au monde actuel. Tu travailles plus, mais ça te fait gagner du temps. Moi, regarde, avec l'IA, j'ai jamais travaillé autant. Mais de l'autre côté, j'ai jamais gagné autant de temps. On est d'accord. Je suis d'accord. On est d'accord. Mais je m'accorde, je me force entre midi et 2 à couper en me disant, je m'en fous. J'ai avancé plus que ce que j'aurais avancé sans lui. Ok, c'est intéressant. Donc, je prends un C'est une moment. manière aussi de mordre Chalit à la lèvre, de dire je Prends un suis moment. ok avec ça, que j'ai tellement bossé grâce à l'IA que donc de midi à 14, Enfin, je suis pas né juste pour travailler, c'est pas mon évidemment, objectif en soi. c'est pas le but. C'est pas. Je fais la transition là-dessus et après on termine. Parce que c'est vrai que le temps passe tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais finalement, ce qui est beau et ce qui fait qu'on est là, c'est que tu es un entrepreneur chassidique. C'est-à-dire, au-delà d'être un entrepreneur de la communauté, tu es chassidique. Aujourd'hui, tu peux organiser un événement, un cyber show, et il n'y a pas un poil de barbe qui change, parce que justement, c'est les valeurs du Rabbi et c'est ce qu'on est. Donc, on ne va pas cacher une identité. Et moi, par rapport à ça, j'ai deux questions. C'est un, comment est-ce que tu tiens cette image de manière forte sans que rien ne t'impacte? Et la deuxième, c'est comment un chassid entrepreneur, il organise ses journées. Ça peut donner une vision pour les gens qui écoutent, les jeunes. Alors ouais, c'est vrai que ça surprend toujours les personnes de la cyber de me voir qui parlent de site, etc. Surtout que c'est un milieu où historiquement c'est très lié à l'armée, à l'État, à des grands comptes, etc. Okay. De l'autre côté, je pense qu'au départ ça surprend, mais en faisant connaissance, ils voient que je suis quelqu'un de très sincère, très franc. Je baratine pas, je suis honnête et je dis à la personne que j'ai en face, moi je peux le faire, je peux pas le faire, enfin de manière très franche. Donc je pense qu'il y a ce côté où ils s'attendent à avoir quelqu'un, un juif religieux, qui est sincère, qui ment pas, qui a vraiment cette crainte, etc. Et ils le retrouvent en face d'eux. Et quelque part, alors, il y a toujours des personnes que ça va gêner. Il y a des personnes, voilà, ils vont nous mettre des pots de banane. Bien sûr. Ça existera toujours. Mais il y en a tout un tas d'autres qui apprécient. Parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir, je pense, une personne qui est franche et sincère avec eux de manière, encore une fois, sans intérêt. Tu peux avoir un intérêt long terme, mais j'ai rien à gagner à mentir ou à dire ce qu'ils veulent entendre. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'ils aiment bien. Et après, comment tu organises tes journées? Parce que j'imagine que dans la tefila, c'est une évidence. C'est une journée, du limoud, franchement, dense. Ça, je me lève tôt. Je me lève à 7h moins quart. Okay. Prépare les enfants, je les amène à l'école. Sincèrement, je fais tefila TGV. Je vais pas mentir. C'est pas l'idéal. Mais Chassidut, elle sous-entend que oui, un balabos, il est obligé quand même de raccourcir la tefila. Enfin, quand on dit la raccourcir, c'est qu'il peut pas s'allonger. Après, c'est sûr qu'il y a des moments, j'imagine Shabbat, tu prends... Mais voilà, comme je disais, c'est-à-dire que la semaine, sincèrement, j'essaye d'être au bureau avant 9h, de commencer. J'ai un peu mon truc, c'est couper à 12h30, 13h, prendre vraiment une heure après pour moi, pour m'occuper, etc. Je retravaille de manière intense, après je vais chercher les enfants, tous les devoirs. Et je sais que c'est pas évident à un certain âge où il y a des devoirs qui deviennent de plus en plus compliqués, etc. Donc voilà, il faut passer du temps. Mais je dirais que pour moi, le plus important, c'est surtout passer du temps avec ma famille. C'est-à-dire que c'est ça un peu la difficulté. C'est de prendre le temps le soir d'être avec les enfants, raconter des histoires. Aujourd'hui, pareil, avec l'IA, on a du kids. Mais voilà, mettre les histoires, raconter, répondre aux questions, assister. La chance aussi d'être entrepreneur, c'est que il y a plein de fêtes pour les enfants. Je peux m'arrêter, aller assister, prendre un moment pour aller voir, etc. Et montrer que je suis là. Mais c'est sûr que c'est une organisation au millimètre. Et comme je dis à ma femme, c'est-à-dire que si je ne suis pas parti à 8h de la maison, techniquement, ma journée, après, elle peut chambouler parce que y a des horaires de voiture, il y a plus ou moins de monde dans le transport. Au final, ça me décale d'une demi-heure. Alors, une personne va dire une demi-heure, ça, c'est pas grave. Mais
pour moi, cette demi-heure, elle change tout. Elle bouscule tout la Donc, voilà, c'est plus, encore une fois, une question d'organisation, de process. Et je travaille beaucoup le soir. C'est-à-dire que les enfants, voilà, couchés, 20h30. Tu peux ouvrir l'ordi et... Je réouvre l'ordinateur jusqu'à 22h, 23h, je retravaille. Mais encore une fois, je suis à mon compte, j'aime ce que je fais, ça me fait plaisir. Tu as cette capacité de moduler comme tu veux pour choisir les moments que tu dédies à chaque chose. C'est ça. Et tu vois, tu parlais à un moment de l'évolution des personnes. Moi, je crois beaucoup dans... on a beaucoup entendu parler d'un incubateur de The Family qui était un peu le... et je vois, il y a beaucoup ces personnes qui émergent. On parle beaucoup de solo-entrepreneurs. Moi, j'aime bien cette mentalité. Je pense que ça va être plus ça. Est-ce que la personne, elle est autodidacte, elle va se remettre en cause, elle va être son propre patron, elle va être son autonomie, gérer son laps de temps avec les contraintes et les avantages que ça. Mais les avantages, mine de rien, comme je dis, c'est pas tant l'argent pour être entrepreneur, mais c'est surtout la liberté. Bien sûr. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est la liberté de déposer ses enfants, la liberté de dire stop, je vais à une fête, je vais rester assis. Il y a des fêtes. En fait, c'est tout l'intérêt de travailler. C'est deux écoles, l'école du salarié et l'école d'entrepreneuriat. Mais au moins, tu peux c'est plus dire ça. que pour un juif qui veut vraiment respecter comme il faut son cadre religieux, le mieux, c'est être un entrepreneur, parce que tu peux moduler comme tu peux t'entendre. Mais voilà, aujourd'hui, je ne suis pas au stade où je peux dire je vais étudier pendant 1 heure, 2 heures tous les jours. Je n'ai pas encore cette possibilité-là. Il faut mais techniquement, je me dis, bon, une fois que ça tourne, que c'est bien établi, c'est quelque chose qui est largement gérable. Mais encore une fois, voilà, avoir sa structure qui fasse tourner la chose, c'est... Bien sûr, c'est une vraie bracha. C'est le but en soi. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast de l'incubateur, David. C'était un plaisir. J'espère qu'on fera un épisode 2, parce que je crois qu'on avait encore beaucoup à dire. Avec grand plaisir. Merci.